Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. En 2006, Pluton a été déclassifié en tant que planète pour devenir une planète naine. Cette décision a été prise car de nombreux corps similaires à Pluton ont été découverts dans la partie la plus externe du système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune. Les découvertes se sont multipliées au cours des années suivantes et on a dorénavant un catalogue de plusieurs dizaines de transneptuniens. Tous ne sont pas classés en tant que planètes naines, mais bon nombre d'entre eux pourraient y prétendre. La plus massive des planètes naines aujourd'hui connues est Eris. Elle a été découverte en 2005 par une équipe menée par l'astronome américain Michael Brown. Ce dernier a passé toute sa carrière à s'intéresser à cette région la plus externe du système solaire. Il a notamment remarqué rapidement que les orbites de nombreux transneptuniens étaient très elliptiques. Lors de la formation d'un système planétaire comme le système solaire, l'agglomération du disque protoplanétaire produit des orbites circulaires réparties sur un même plan. Le jeu de billard cosmique qui s'ensuit peut perturber l'orbite de certains de ces objets. Un objet avec une orbite elliptique a donc une histoire à raconter. Il a probablement démarré sa vie sur une orbite circulaire avant d'être perturbé par une rencontre gravitationnelle. Cela est d'autant plus vrai si l'orbite en question sort du plan de l'écliptique. Au cours des années 2010, Michael Brown et certains de ses collègues se sont donc demandé qu'est-ce qui avait pu perturber ainsi l'orbite de certains transneptuniens. Cela ne pouvait pas être Neptune, la dernière planète géante, puisque la périhélie de ces transneptuniens, le point le plus bas de leur orbite, passe au-delà de l'orbite de Neptune. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une planète 9, une planète massive, encore non identifiée, qui par son influence gravitationnelle pourrait expliquer l'orbite de certains transneptuniens. Les arguments de l'astronome américain n'ont pour le moment pas convaincu le reste de ses collègues. Il existe de nombreux scénarios alternatifs pour expliquer l'orbite des transneptuniens extrêmes. Il y a quelques jours, l'équipe de Michael Brown a cependant publié un nouveau papier qui vient une nouvelle fois soutenir l'hypothèse d'une planète 9, en s'appuyant, cette fois, sur d'autres arguments. Ils se sont intéressés aux objets transneptuniens qui croisent l'orbite de Neptune. Ils se sont focalisés sur 17 d'entre eux et ont même des simulations avec tous les corps connus du système solaire. Ils sont parvenus à la conclusion que ces objets ne pourraient pas rester stables bien longtemps. En quelques millions d'années, Neptune devrait les expulser dans des régions lointaines du système solaire, voire en dehors de celui-ci. Le fait qu'on observe des transneptuniens sur ces orbites 4,5 milliards d'années après la formation du système solaire pointe vers un mécanisme continu qui enverrait en permanence de nouveaux objets sur ces orbites instables à très long terme. Cela mettrait hors jeu certaines hypothèses, comme une unique perturbation tôt dans l'histoire du système solaire. Une planète massive située au-delà de l'orbite de Neptune fournirait cependant un bon candidat à ces perturbations. L'intérêt d'une telle prédiction, c'est qu'on devrait bientôt pouvoir la confronter au réel. L'observatoire Vera Rubin est en cours de construction au Chili. Une fois opérationnel, au cours de la décennie, il devrait être particulièrement efficace pour caractériser précisément l'orbite des transneptuniens connus, et éventuellement en découvrir de nouveaux. Il pourra éventuellement révéler des biais observationnels nous donnant l'illusion d'une influence gravitationnelle aux confins du système solaire, ou peut-être confirmer celle-ci. Ce pourrait être l'occasion de réviser une nouvelle fois nos cartes du système 20 ans après la perte de Pluton, la première 9e planète. Sans transition, revenons sur Terre pour prendre des nouvelles de Starlink, la méga constellation d'internet par satellite de SpaceX. Il y a quelques années, l'entreprise américaine a pris un gros risque en misant une grande partie de son avenir sur cette infrastructure géante, nécessitant le déploiement de milliers de satellites. Starlink monopolise plusieurs dizaines de lancements de Falcon 9 chaque année. La constellation a réussi à réunir 2 700 000 clients répartis dans 75 pays. Mais économiquement, le pari est-il gagnant ? Le cabinet d'analyse Quilty Space nous dit que oui. Dans un rapport publié la semaine dernière, il partage une prédiction sidérante. Starlink devrait générer un chiffre d'affaires de 6,6 milliards de dollars en 2024. Cela devrait permettre au service d'atteindre un résultat positif pour la première fois de son histoire.
Autrement dit, avec Starlink, SpaceX serait en train de sortir de la phase d'investissement lourd pour commencer à récolter les fruits de son effort. Bien entendu, il va falloir continuer à produire et lancer des satellites à l'appel, ce qui a un certain coût. Mais ce coût sera amorti par un chiffre d'affaires en croissance continue. Starlink gagne de l'argent et devrait devenir une véritable vache à lait très rapidement. Ces très bons chiffres sont à mettre au compte d'un marché qui a répondu présent. Les clients se trouvent principalement dans des pays à fort pouvoir d'achat, ce qui permet d'appliquer des tarifs assez élevés. Après avoir trouvé un certain succès sur ce segment, Starlink est en train d'attaquer les entreprises, les gouvernements et les institutions, ce qui permet d'appliquer des tarifs encore plus avantageux. L'entreprise aurait déjà environ 50 000 clients de ce type. Côté industriel, SpaceX aurait réussi à mettre en place un excellent processus de fabrication, intégré à l'extrême. Cela lui permettrait de produire des satellites à un coût très bas, autour de 800 000 $ par satellite pour un Starlink V2. Un chiffre d'affaires élevé et des coûts faibles devraient ainsi permettre de générer des importants profits dès cette année, et encore plus au cours de la fin de la décennie. Si SpaceX croule sous les milliards grâce à sa méga constellation, les rêves de voyage martien ne sont peut-être plus complètement inatteignables. L'entreprise pourrait réinvestir une partie de ses profits dans le projet Starship et ainsi continuer son développement, même sans le soutien de la NASA. Puisqu'on parle du Starship, on a dorénavant une fenêtre de tir pour le 4e essai orbital. Il devrait avoir lieu d'ici 3 à 5 semaines. Dès qu'on aura une date précise, on vous la communiquera et on tentera bien évidemment d'effectuer une couverture en live. Et de ce côté également, SpaceX accélère. Le vaisseau qui volera lors du prochain essai est le Starship 29. Mais déjà, voilà quelques jours, le Starship 30, celui qui volera encore après, a réalisé un tir statique. Et le Starship 31, celui qui se trouve encore plus loin dans la file d'attente, a effectué des tests de remplissage cryogénique. Ces derniers ne se sont cependant pas forcément bien passés, puisque des images d'observateurs nous ont montré une petite explosion et un feu de quelques secondes au niveau des réservoirs. L'entreprise américaine avance donc à toute allure, quitte à risquer que les tests se passent mal. C'est cette philosophie de mise en pratique hardware très rapide qui leur réussit si bien. On sera peut-être donc surpris de voir que d'ici 1 an ou 2, le Starship sera un lanceur complètement opérationnel et entièrement réutilisable. L'industrie spatiale mondiale s'en retrouverait encore une fois bouleversée. Et on a même du mal à imaginer comment ces nombreux acteurs pourraient survivre alors qu'ils ont encore bien du mal à tenir la comparaison avec une Falcon 9. Ces perspectives, excitantes pour les uns et inquiétantes pour les autres, n'empêchent pas les progrès chez d'autres acteurs. Ainsi, chez Sierra Space, on se prépare enfin à envoyer la première navette Dream Chaser en Floride, pour un lancement inaugural. La Dream Chaser est une petite navette automatique qui va mener des missions de ravitaillement de la Station Spatiale Internationale pour le compte de la NASA. En développement depuis bien des années, elle est enfin prête pour son baptême du feu. Sa première mission devrait ainsi avoir lieu un peu plus tard cette année. Sierra Space pourrait ensuite développer une version habitée, ce qui permettrait d'emmener des équipages jusqu'aux nouvelles stations privées qui sont en développement. L'entreprise travaille elle-même sur la station Orbital Reef en partenariat avec Blue Origin. Le premier vol de la Dream Chaser devrait être mené grâce à un lanceur Vulcan Centaur, ce qui nous permettra d'observer cette nouvelle fusée dotée de moteur méthane BE4 pour la seconde fois. Pour le moment, ce lancement est prévu pour cet été, et on a donc quelques semaines très chargées pour le spatial en face de nous. Dream Chaser, Starliner, nouvel essai du Starship et bien entendu Ariane 6. Allez, pour boucler ce DNDE, vous avez dû entendre parler des tempêtes géomagnétiques extrêmes qui ont frappé la Terre ces derniers jours. Le Soleil est en train de passer par un de ses pics d'activité réguliers. Cela s'accompagne d'éjections de masse coronale importantes, et lorsque ces dernières ont lieu dans la direction de la Terre, le champ magnétique de notre planète les encaisse de plein fouet. Le Centre de météo solaire américain a classé ces événements en catégorie 5 sur une échelle qui va de 1 à 5. Des tempêtes de cette envergure n'avaient pas été enregistrées depuis 2003. C'est notamment ce qui a permis d'observer des aurores boréales jusqu'en France, et je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir profité du spectacle et encore plus nombreux à être dégoûtés de l'avoir loupé, tout comme moi. Si au sol les conséquences sont pour le moment minimes, les satellites en orbite autour de la Terre ont subi quelques désagréments. Starlink, pour reprendre l'exemple de la plus grande constellation du monde, a annoncé que son service serait dégradé pendant ces événements. Elon Musk a annoncé sur X que les satellites de la constellation faisaient face à des conditions extrêmes, mais qu'ils continuaient à fonctionner.
Il serait tout de même dommage qu'au moment où ce pari commence enfin à payer, une grosse colère du soleil vienne balayer tous ses espoirs d'une énorme éjection de masse coronale. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, le lien pour y assister est en description. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.